Bonjour et bienvenue dans Présence. Je suis Fabien Steinreis, directeur d'école à l'international. Cette semaine en France, les parents ont élu des représentants de parents d'élèves qui siègent au conseil d'école et au conseil d'établissement dans les collèges et les lycées. Leur rôle reste consultatif. À l'étranger, la réalité est bien différente. Dans beaucoup d'établissements, les parents ne sont pas seulement des usagers, ils participent directement à la gouvernance, parfois même au recrutement de la direction et à la gestion financière. Dans cet épisode, je voudrais explorer trois dimensions. Tout d'abord, les différents statuts d'école et la place que prennent les comités de gestion, ou les boards, selon les modèles. Ensuite, les enjeux de gouvernance que cela soulève, stabilité, finances, équilibre des pouvoirs, risque d'ingérence. Enfin, la manière de construire une relation de travail avec ces instances, entre confiance, respect du cadre et capacité de proposition. Les modèles sont différents selon les statuts des établissements. Tout d'abord, les établissements en gestion directe, qu'on appelle aussi EGD à l'AEFE, ou EPR, établissement en pleine responsabilité à la MLF. Dans ce modèle, la dépendance à l'AEFE ou à la MLF est totale. Le conseil d'établissement existe, les parents y siègent, mais leur rôle reste consultatif. À Hanoï, par exemple, un projet d'agrandissement avait recueilli l'unanimité des familles, des enseignants et de la direction. Pourtant, rien n'a pu être lancé sans la validation finale de l'AEFE à Paris. Concernant les EPR, les établissements en pleine responsabilité de la MLF, le fonctionnement est proche. La mission laïque apporte un cadre et une expertise et valide les grandes décisions stratégiques. Cela sécurise l'établissement, mais peut aussi créer de la frustration, l'impression que les choix locaux ne suffisent pas sans l'aval du siège parisien. Viennent ensuite les établissements conventionnés, qui ne concernent pour le coup que l'AEFE. Ici, la convention définit un partage précis des responsabilités, les cadres que sont le proviseur, le directeur du primaire, le directeur administratif et financier ou secrétaire général, parfois les enseignants formateurs, sont recrutés, détachés et rémunérés par l'AEFE. Mais le comité de gestion recrute les enseignants non titulaires et la majorité du personnel local. Le pouvoir de décision est donc partagé. Le comité de gestion a une vraie influence sur la composition des équipes, sans toutefois contrôler les postes clés, qui peuvent aussi intervenir évidemment dans le recrutement. Enfin, les établissements partenaires, que ce soit pour l'AEFE ou la MLF, c'est le modèle le plus exigeant. Ici, le comité de gestion recrute tout le personnel, y compris la direction, en fonction des objectifs et des priorités qu'il a lui-même déterminés. Il ne suffit pas pour un directeur ou un chef d'établissement d'être très bon ou très expérimenté, encore faut-il avoir le profil recherché. Le projet du comité de gestion ou du board peut aller bien au-delà du seul enseignement français homologué. Il peut inclure une politique des langues ambitieuse, un projet immobilier pour agrandir ou moderniser l'école, une homologation nouvelle ou une extension d'homologation à mener. Autant de situations qui nécessitent des profils variés mais précis, capables de s'inscrire dans la vision fixée par le comité de gestion. Les enjeux de gouvernance dont nous allons parler maintenant vont varier également en fonction des différents statuts d'établissement. En gestion directe, donc les EGD de l'AEFE, la stabilité est garantie par l'agence, puisque le budget des établissements est agrégé à celui de l'agence. Mais la marge de manœuvre locale est réduite. La direction devient davantage l'exécutant d'une politique nationale que l'initiateur d'une stratégie. En établissement en pleine responsabilité de la MLF, le cadre sécurise l'ensemble, mais les décisions paraissent parfois éloignées des réalités locales. Les équipes doivent accepter cette distance, ce qui demande de la pédagogie de la part de la direction. En conventionné AEFE, c'est un équilibre fragile. L'AEFE fixe le cadre institutionnel, mais le comité de gestion garde la main sur les finances et une partie des recrutements. À Khartoum, par exemple, le projet de déménagement n'a pu se concrétiser qu'avec l'accord du comité de gestion. C'est lui qui a validé le principe et surtout autorisé l'utilisation des fonds nécessaires. Cette capacité de décision financière illustre bien l'influence que peut avoir un comité dans un établissement conventionné. En partenaire, enfin, le comité décide de tout. Les recrutements, les salaires, les priorités budgétaires. Le danger, c'est l'ingérence pédagogique. Le défi, c'est de garder une ligne éducative claire, sans heurter les choix financiers. Le directeur ou le chef d'établissement doit conjuguer respect et audace, respecter les décisions du comité de gestion ou du board, tout en restant capable de proposer des innovations crédibles et des projets autofinancés. C'est ce mélange qui fonde sa légitimité. Il faut donc construire une relation avec le comité de gestion. Au-delà des statuts, c'est la relation humaine qui fait tout. Les boards ne sont pas des abstractions, ce sont des parents engagés, souvent compétents, parfois exigeants, toujours impliqués et la plupart du temps bénévoles. En général, le board se réunit une fois par mois. Pour la direction, c'est un rendez-vous à ne pas rater.
Il faut s'y présenter avec des éléments concrets, des données fiables et surtout des propositions. Rien n'est plus dangereux qu'un directeur ou un chef d'établissement qui donne l'impression d'improviser. La confiance doit fonctionner dans les deux sens. Je me souviens d'une rentrée après les congés de Noël où le président du comité de gestion m'avait demandé de refuser l'entrée aux élèves dont les familles avaient des arriérés de paiement, ce qui me semblait assez logique. Le jour venu, il était présent et a multiplié les exemptions, me laissant passer pour le méchant qui appliquait une règle qu'il contournait lui-même. Ce genre de situation illustre bien pourquoi la confiance ne peut pas être à sens unique. Elle doit être partagée, sans passe-droit, ni copinage. Venir avec un problème sans solution lors des réunions du comité de gestion, c'est se mettre en difficulté. Les comités de gestion attendent de la direction qu'elle propose des scénarios. À Khartoum, par exemple, le secondaire conventionné CNED ne proposait pas de lycée et se terminait donc avec la classe de 3e au collège, ce qui inquiétait les familles, qui n'avaient pas de possibilité pour scolariser leurs enfants au-delà de cette classe. J'ai proposé et obtenu l'ouverture progressive du lycée, mais il a fallu aller plus loin, bâtir un projet pédagogique solide et définir un coût supportable pour que l'école et les familles puissent financer cette ouverture. Quand une partie empiète sur le domaine de l'autre, le navire tangue. À Kigali, le comité de gestion avait décidé de recruter des enseignants sans tenir compte de mon avis. Résultat, certaines classes se sont retrouvées avec des enseignants qui n'étaient pas à la hauteur. Nous avons dû, d'un commun accord, mettre fin à ces contrats avec le même comité de gestion qui les avait validés. Une séance typique de comité de gestion ressemble parfois à un conseil d'administration d'entreprise. Des dossiers épais, des chiffres précis, des questions pointues. Les parents siégeant là sont souvent des cadres supérieurs, des chefs d'entreprise, des experts financiers. La direction se retrouve face à eux comme devant un jury. Il faut convaincre, justifier, répondre. C'est à la fois stimulant et éprouvant. Et il arrive que la réunion se poursuive sans le directeur ou le chef d'établissement, notamment lorsqu'il s'agit de points financiers qui ne le concernent pas directement, comme la certification des comptes par exemple, ou encore lorsqu'il s'agit de recruter son successeur. Ces moments rappellent que même s'il est au centre de la vie de l'école, le directeur n'est pas l'unique décideur. La confiance n'est pas un droit. Elle doit se gagner. Plus le directeur ou le chef d'établissement montre par ses actes et ses décisions qu'on peut lui faire confiance, plus il obtient de marge d'action et de liberté de décision. À l'inverse, si la confiance s'érode ou disparaît, le directeur ne décide plus de rien. Et il sent vite qu'on le pousse vers la sortie. Tout l'équilibre repose donc sur cette relation fragile, construite jour après jour entre respect, résultats tangibles et crédibilité. En conclusion, je voudrais rappeler que les élections de représentants de parents au comité de gestion ou au board ne sont pas un détail administratif. Elles déterminent qui prendra les décisions clés au niveau du budget, des recrutements, de la stratégie globale de l'école. À l'international, les familles ne sont pas seulement des parents d'élèves. Elles sont partenaires, financeurs, parfois employeurs. Cette réalité transforme le métier du directeur ou du chef d'établissement. Il ne s'agit plus seulement de piloter une école, mais de naviguer dans un système de gouvernance partagée, parfois délicate, souvent exigeante. Le directeur doit donc être à la fois un pédagogue et un diplomate, un gestionnaire et un stratège. Il doit savoir écouter, expliquer, convaincre et tenir une ligne. Et c'est dans cet équilibre instable mais fécond que se construit la réussite d'une école française à l'étranger. Lorsque parents et direction, chacun dans son rôle, parviennent à faire avancer ensemble le navire sans qu'il tangue ni se renverse. Merci d'avoir écouté Présence. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music ou YouTube et partager ce podcast pour qu'il trouve d'autres oreilles curieuses.